Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Dr. Nancy Soler, directrice de l'éducation et la recherche pour HME. Aujourd'hui, elle discutait l'évaluation critique d'un article scientifique. Elle est un professeur associé de médecine à l'école de médecine à CUNY et elle a reçu son baccalauréat de Friends World College et son MPH et son doctorat de Columbia University. Donc, merci, Nancy. You can start. Okay. So I just want to give credit to Dr. Christina LaFontant at the Dental School in Port-au-Prince. She and I developed this talk together. We presented it at a conference, but it's meant to be a train-the-trainers talk so that people can teach their students how to read articles. Et je veux juste commencer par donner du crédit à Dr. Christina Lafontant, avec qui j'ai travaillé pour créer ces informations. Ces informations sont censées être données par des profs pour leurs élèves pour les entraîner. Next slide. Sorry. Can you switch? Yeah. What's going on? Whoops. Oh, there we go. Sometimes there's a bit of lag. That's no problem. Okay, so the objective of this is to encourage not only dentists, but all medical professionals to integrate evidence-based medicine and dentistry into their clinical practice by using the scientific literature. So we're trying to teach people to use research articles in their practice. Et l'objectif est d'encourager pas seulement les dentistes, mais tous les professionnels à intégrer la dentisterie ou les informations fondées sur des preuves dans la pratique clinique en utilisant la littérature scientifique et dans leur pratique. Next slide. Sorry. Okay. So one of the things that we've noticed that especially younger people do is read the abstract and move on. I think the most important thing to do when you have articles is to actually understand the research question, understand the research methods, and really look carefully at the results that the authors are presenting. And then you can understand an article. So we're going to go through each section of an article. Every article has the same 4 sections. Et ce qu'on a remarqué surtout, c'est que les personnes, surtout les personnes jeunes, lisent seulement l'abstract d'un article et c'est assez pour eux. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir lire l'introduction et la question de l'article, que pose l'article, les méthodes et les résultats. Et ce que nous allons faire, c'est aller dans chacune de ces parties et expliquer comment la comprendre. Next slide. Okay, so we're going to give an example of an article. This article is, does completing a dental anxiety questionnaire increase anxiety? I'm happy to provide this article to you guys later on. You guys can put it on your website. There's sort of questions and answers during the talk that if you want to share this with your students or colleagues, we'll give you the questions and answers. But this is the article that we're using as an example. Et on va utiliser un article en tant qu'exemple, et c'est un article qui est appelé « L'accomplissement d'un questionnaire d'anxiété dentaire augmente l'anxiété ». Et je serai contente de vous donner cet article, on le postera sur le site. Et cet article est sous forme de questions et réponses, et les élèves répondent aux questions. Okay. So this is the article. You'll see that, all articles are set up in the exact same way. At the beginning, there'll be an abstract. Please don't stop at the abstract. There's an introduction, there's a method section, there's results, there's conclusions. There is no creativity in how research articles are presented. Et voici l'article. Vous pouvez voir que ça commence par la question et par l'abstract. Et s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à l'abstract. Tous les articles sont présentés de la même façon. Et s'il vous plaît, continuez à les lire en entier. Okay. So the introduction has 3 purposes. It introduces the research problem or the research question. It should specifically state research hypotheses, and it gives you a little literature review to defend the purpose of doing this research.
Et l'introduction a 3 objectifs. Elle pose le problème ou la question de recherche. Elle a des hypothèses très spécifiques et elle donne à la fin une revue de littérature que vous pouvez voir qui est à propos du sujet. So, how do you get to a research question? So I think usually we teach our students to do a little bit of research so that they can practice developing a research question and a hypothesis, and that makes it easier for you to critique someone else's research question. But basically, in order to get to a research question, you should have a practical problem. You're all clinicians, so there should be practical problems that you see in your clinic. You then have to morph it into or change it into a problem that's researchable. You can answer the question with medical research. Do you want me to stop? Yes. Et donc, comment arriver à la question? Ce que nous faisons surtout, c'est on apprend à nos élèves de faire de la recherche afin de savoir mieux critiquer la recherche d'autres personnes. Il faut commencer par voir un problème clinique qui est, vous êtes tous des médecins et vous voyez des problèmes cliniques dans votre clinique. Et après, il faut tourner ce problème clinique à un problème recherchable. Okay, so from the research problem, you have to develop a research question, and developing a research question is super hard. I have a class now of 70 students, and I'm struggling with them to develop really good research questions, so perhaps in another talk we'll do that. From the research questions, you have testable hypotheses. These are, we call them falsifiable hypotheses, which is an idea of what the answer to the research question is. Your paper should have the study hypotheses there. Et du problème de recherche, il faut trouver une question de recherche, ce qui est très, très dur. J'ai maintenant une classe de 70 et j'ai beaucoup de problèmes à trouver ces questions de recherche avec eux. Et après ça, il faut savoir trouver une hypothèse qui est surtout qui peut avoir une critique contre elle. So an example of a research problem is, I need to develop an intervention to increase adherence to HIV. My research question would be, does this intervention increase adherence to HIV? And my hypothesis would be, my intervention increases adherence to HIV. Et donc, un exemple de problème de recherche serait, je veux créer une intervention qui améliore le risque du VIH. Ma question serait, est-ce que l'intervention que j'invente donnerait une meilleure réponse au VIH? Et mon hypothèse serait, l'intervention donne une meilleure réponse au VIH. Next slide. Bless you. Bless you. Okay, so in the introduction, so once you get past the research question, in the introduction section, it says, what is the overarching problem the researchers are trying to address? So that's your research problem. What are the specific questions? What are the study hypotheses? But now, as you critique the article, you want to make sure that this is clearly written in the article. The last thing that's really important is, are the hypotheses supported by the literature review? There should be a literature review that's solid enough for you to say these hypotheses just don't come out of thin air. Hypotheses should be based on prior research, and there should be resources for you to go to there so that you can better understand. Et juste après la question de recherche, il faut commencer la lecture critique et la section d'introduction. Il faut vous poser les questions, quel est le problème général que les chercheurs tentent de résoudre? Quelle est la question de recherche spécifique? Quelles sont les hypothèses d'études et les hypothèses sont-elles soutenues par la revue de la littérature? Il faut que la revue sur laquelle vous vous basez soit assez solide pour que votre hypothèse ne vienne pas de nulle part, mais est surtout basée sur de la recherche qui a été déjà faite. Okay, so remember, the purpose of this talk is not only for us to walk through
how to read an article. It's to give you materials so that you can train your colleagues and your students about how to read an article. And there's some questions and answers going on that you can use to make sure that people have understood. And again, I'll put up the answers later, and that's sort of not the purpose of the talk right now. So here in the article, what I've highlighted is the introduction section. Go ahead. Et le but de ce cours est surtout pour que vous appreniez à vos élèves comment faire de la recherche. Et il y a des questions et des réponses sur lesquelles vous pourrez vous baser pour leur apprendre d'une façon meilleure. Can you repeat the last part you said? Last sentence? The introduction section is highlighted in this article, that's all. Et dans cet article, on peut voir l'introduction de tout. Okay. So then we move on to the methods section. The methods section always has 5 components. It should say, what is the study design? Is it a cohort study? Is it a case control study? Is it a randomized control trial? What is the population that you're studying? Who are the people that are supposed to be in the population, and did you select them well? You should define clearly what is the exposure and what is the outcome. Okay? It should say, what is the analysis approach? Right? Am I doing a t-test? Am I doing a chi-square test? It should also address ethical issues. It should note that you've gone to the local IRB and that informed consent was signed. I'm not sure if everybody knows what that is. Go ahead. Et la section qui vient, c'est la section des méthodes. Et il y a 5 composants qui sont très importants. Au début, il faut bien étudier le design, qui est est-ce que l'étude est une étude clinique randomisée ou bien est-elle un autre type d'étude? Quelle est la population? Il faut la définir très spécifiquement. Est-ce que par le biais d'échantillonnage et de sélection? Il faut définir l'exposition et la mesure. Il faut avoir une approche d'analyse. Est-ce que vous avez fait une étude analytique de probabilité et quel type de probabilité? Il faut vous poser les questions éthiques. Et surtout, est-ce que vous êtes allé au IRB local et avez-vous eu le consentement? Okay, I think Dr. Galid has given one or more talks about ethical issues and the IRB and consent forms and stuff like that. So if people have questions about this, we can talk about it another time. Et je pense que Dr. Galit a déjà donné un cours sur les questions d'éthique, sur l'IRB, et sur les consentements. Et si vous avez des questions, on peut en parler plus. Okay, so, you know, in critique, I mean, going through each one of the sections, I'm sure you guys are familiar with study designs, but we usually provide this chart with students so that they could see, you see at the top of the chart, prospective designs and retrospective designs, and then we go through each one of the designs. At the top of the chart are sort of the best designs, and at the bottom of the chart are sort of the designs in terms of quality. Je pense que vous saviez déjà faire les conceptions d'études, mais nous donnons ce schéma surtout pour les élèves. Vous pouvez voir en bas qu'il y a surtout en haut, il y a les prochains designs et en bas, il y a ceux qui sont plus traditionnels et les études de cas par cas. Okay. So I think if people have questions about study designs, we can go through those in detail in another talk. But you know, so in this particular study, the study design was a randomized control trial. You can go on to that, yeah. Et, si vous avez des questions sur comment construire votre étude, on peut en parler dans un autre cours. Mais dans cet article, c'était une étude de randomiser des contrôles. Thank you. Go ahead. Okay, and this is what the section looks like for the methods section. You'll see the methods section is broke down to each one of those 5 sections I just talked to you about. Et voici une section de
sur les méthodes et vous pouvez voir qu'elle est divisée en les 5 parties dont je viens de vous parler. Go ahead. Next slide. Okay. Yeah. Okay. So when you start to evaluate the sampling issues in the slide, keep in mind that we don't use entire populations because we can't sample entire populations. If you're interested in the prevalence of something in Haiti, we can't measure the entire population of Haiti. We take a sample. Et maintenant, on va parler des questions d'échantillonnage. On ne peut pas prendre toute la population qu'on veut étudier. Par exemple, si on veut faire une étude sur la population de Haïti, on ne peut pas parler à toute la population. Il faut prendre un échantillon de la population et l'étudier. Can you go back one slide? Yep. Oh, sorry. I didn't notice I pushed it. So what happens is samples are used to make estimates about the entire population, and samples can be drawn in a number of different ways. You can take just a random sample. You can take a convenient sample, which would be like what you would do in a waiting room, just interview the patients that happen to be there. There's many ways to sample, and you need to understand those ways. Et les échantillons sont utilisés pour estimer les populations et ils peuvent être pris de plusieurs façons, comme avoir plusieurs types de catégories qui sont des catégories aléatoires ou par exemple les catégories pratiques, comme si vous avez une salle d'attente et vous parlez aux patients qui sont dans votre salle d'attente. Ceci est un exemple de pratique. Now you can move on. Okay. Okay, so when you're critiquing an article and when you're teaching your students to critique an article, these are the 4 questions we ask about sampling. What was the targeted population? What were the inclusion-exclusion criteria? Do you understand them? Was the target population appropriate for the research question? And how exactly was sampling done? And what do you think about the quality of that sampling? Et quand on apprend à nos élèves comment faire une étude critique, nous posons les questions qui sont: quelle est la population étudiée? Quels sont les critères d'inclusion ou d'exclusion? La population cible est-elle appropriée? Et comment la population a été échantillonnée? Okay. And again, this is exactly where you'd find it in the article. And when I give you the answer key, this will be more clear. Go ahead. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez trouver dans l'article. Je vous donnerai les réponses plus tard. So one of the things that comes up is we talk about selection bias. This is part of critiquing an article. What is selection bias? Selection bias is a mistake. It's an error in the way people are selected for the study that gives you the wrong answer. It can happen at any time, from recruitment to follow-up. Go ahead. Quand on parle de population, on peut souvent voir une partialité de sélection. La partialité de sélection, c'est une erreur dans la façon dont on a sélectionné la population, qui se traduit par une mesure incorrecte de l'association. Elle peut survenir à tout moment de l'étude, du recrutement au suivi. So an example would be back to our HIV study. If we were testing an intervention to improve adherence, if we lost more people who got the control group who were unlikely to come to treatment, that would give us a bias. Par exemple, dans l'étude dont on a parlé, qui est comment augmenter l'adhérence au VIH, si on prend une population qui a beaucoup de personnes qui ne vont pas continuer le traitement, et on a perdu plusieurs patients durant l'étude, ceci sera une partialité de sélection. Okay, so when you want to evaluate selection bias, these are the questions that we usually ask. How was the sample included? Is there a flow chart? And I'll show you a flow chart that makes it really easy to critique an article. And then you talk about selection bias in each of the steps. Was there selection bias in recruitment? Did you take people who were more likely to be exposed and diseased than unexposed and not diseased?
Was there a selection bias in participation? Did people drop out in a biased way? And was there selection bias in follow-up? Did you lose people to follow-up in a biased way? Et quand vous voulez étudier critiquement la population et la partialité de sélection, on se pose les questions suivantes. Comment l'échantillon de l'étude a-t-il été recruté? Existe-t-il un tableau de flux pour montrer les taux de participation et de suivi? Voyez-vous des problèmes potentiels de recrutement? Par exemple, est-ce que vous avez recruté plus de patients qui ont la maladie que de patients que vous n'avez pas qui n'ont pas la maladie? Y a-t-il eu des problèmes de participation ou de suivi? Par exemple, est-ce que beaucoup de patients ont arrêté le suivi et n'ont pas continué l'étude? Okay, and this is an example of a flow chart. It shows how many people were initially eligible, and then down to the bottom of the chart, it shows how many people were actually included. The difference between initial eligibility and the end shows potential for bias. Et voici un exemple de tableau de flux. Au début, on peut voir combien de patients allaient potentiellement être recrutés. À la fin, on va voir combien de personnes ont vraiment été sélectionnées. Et comme vous voyez, il y a une différence entre les patients qui étaient sélectionnés au début et ceux qui étaient sélectionnés à la fin. Et ça peut mener à la partialité. Okay. Measurement of disease and exposure is another thing that you need to critique. Basically, the biggest point about this is things need to be very specific. The point of an article is it's like a cooking recipe. You need to be able to give it to somebody and have them follow what you did very specifically. Et autre chose qu'on peut critiquer est la mesure de l'exposition et de la maladie. La section des méthodes devrait être très spécifique, comme une recette de cuisine. Et le but, c'est de pouvoir redonner ces méthodes à quelqu'un d'autre et leur permettre de refaire les mêmes méthodes et la même étude. You can keep going. You can skip this one. Yeah, there we go. So when you're doing critical reading and you're teaching your students to do this, we ask them to answer 3 specific questions. What was the main outcome? How was it measured? Was there information bias? What was the exposure? How was it assessed? Was it assessed properly? Were there mistakes? That's the information bias. You also need to think about how covariates were measured. Covariates are things that are associated with exposure and disease that you're reporting. Oftentimes it's things like gender, race, place of location, place of residence, and other things like that. Et dans la mesure de l'exposition et maladie, les questions qu'il faut se poser est quel a été le principal résultat de l'étude, comment ce résultat a-t-il été évalué, et il faut considérer la partialité d'information, quelles étaient les principales expositions d'études et comment ces expositions ont-elles été évaluées, et aussi reconsidérer la partialité d'information. Et il faut se poser la question quelles sont les covariables. Les covariables sont des variables associées avec la maladie, comme le sexe de la personne ou bien la résidence de la personne, etc. Okay, and this is the article, and there's really nothing to say here. I just want to show what it looks like in the article. Et voici l'article, il n'y a pas beaucoup à dire, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Okay, so then the next step of the methods section is the data analysis section. Once again, the most important part of this is it should be written so that you could follow it, you could replicate it if you want to. So these articles should be written so that you really understand them. Et la prochaine étape est l'étape de l'analyse. Ce que je veux dire, c'est que chaque étape doit être très spécifique et doit être incluse pour que les personnes puissent répliquer votre étude. You can skip this.
And you can skip this. And you can skip this. Okay, so I'm skipping those 3 slides because we're running out of time a little bit. But what I want to move on to now from the in the methods section, when you talk about the analysis, is how would you critique the analysis? So how did the authors test the association that they hypothesized? Were statistical significance tests used? Did they give you a p-value? Okay. How did the authors handle potential problems like confounders? How did they handle missing data? You know, when you collect real data, you're going to have missing data. How did the authors do that? And did they do a power analysis? A power analysis tells us if the sample size was large enough to find a statistically significant difference. Sometimes we end up with samples so small that we would never find a statistically significant difference. So in that case, we have to think about clinically significant differences. Et quand vous voulez faire une étude critique de l'analyse, il faut se poser les questions. Comment est-ce que les auteurs ont-ils testé l'association de l'exposition avec le résultat? Quels tests statistiques ont-ils été utilisés? Est-ce qu'ils vous ont donné la valeur du P? Ces méthodes étaient-elles appropriées? Comment les auteurs ont-ils réussi les facteurs de confusion potentiels? Et est-ce que les auteurs ont-ils fait une analyse de puissance? L'analyse de puissance a pour but de trouver quel est le nombre de personnes qu'il faut avoir dans cette étude pour ne pas avoir plusieurs d'autres partialités. Et si par exemple l'échantillonnage était très petit, il y aurait des problèmes statistiques. Et s'il y a un problème statistique, il faut aussi se poser la question de s'il y a un problème clinique. Thank you. Okay, this is just the article again. You can move on. Et voici l'article. Okay, so now the ethical issues are super important. Okay, the article should talk about whether or not the study was approved by an IRB, which IRB approved it, and that all study participants signed consent, meaning that anybody in the study knew they were in a study. Et les questions éthiques sont très importantes. Il faut savoir est-ce qu'il y a eu un consentement par l'IRB et quel IRB a donné son consentement pour cette étude. Et est-ce que les personnes qui ont participé à l'étude ont signé un consentement par eux-mêmes. Okay, so in addition, anybody who's doing research must take a course on research. It's an online course. It's available. There are courses that are available in French. And so I'm just reminding you of the ethical principles for research that you'd learn in the course. And if I were teaching this to students, I would go over this in detail. Et je vais vous rappeler qu'il y a plusieurs questions éthiques et n'importe qui veut faire de la recherche doit faire un cours sur Internet qui est aussi présent en français. Et si je suis en train de parler avec des élèves, je donnerai plus de détails sur chacun de ces points éthiques. These are the questions about ethical issues that you ask yourself when you're reading a study, and basically, does it tell you that ethical issues were addressed? Et voici les questions éthiques qu'il faut se poser en lisant une étude et auxquelles vous saurez si l'éthique a été bien respectée dans l'étude. And the example of the article. You can move on. Okay. So the next section, so you have the introductory section and the methods section. Now you have the results section. The results section has 3 components. There's always a table 1. The table 1 tells you who's in the study. It usually gives demographic characteristics of the population in the study. Then there's the main results. The main results should answer your research question. Sometimes additional analyses are put in there. It's very important, though, that there's a table 1 that explains who's in the study and main results. Et après l'introduction et les méthodes, il y a la 3e partie qui est les résultats. Les résultats sont divisés en 3 parties qui sont, tout d'abord, il faut avoir un tableau 1 qui est le tableau
qui vous dit quelles personnes ont participé dans l'étude. Et c'est un tableau qui a une caractéristique démographique. Et il faut aussi avoir les principaux résultats. Et c'est très, très important d'avoir un tableau démographique et un tableau pour les résultats. So in evaluating the main results, you want to know, is there an association? Is the exposure associated with disease? Do the data show that the intervention worked? Okay, you ask yourself 3 questions after that. Is it due to chance? You can tell if the p-value is less than 0.05, it's not due to chance. Is it due to bias or confounding? This is something you have to decide from reading the article. And oftentimes we think about interaction variables. An interaction variable may mean, for example, the intervention works for men, but it doesn't work for women. That would be an interaction. Et pour évaluer les principaux résultats, il faut se poser les questions. Est-ce qu'il existe une association? Et est-ce que les résultats qu'on a eus montrent clairement une association? Puis est-ce que c'est dû au hasard? Et si la valeur du P est moins que 0.5, alors ce n'est pas dû à la chance. Est-ce qu'il y a eu un biais ou une confusion, comme une erreur systématique? Et est-ce que les résultats sont dus à une interaction avec un troisième facteur? Un exemple d'une interaction avec un troisième facteur serait si les résultats sont applicables aux hommes, mais non aux femmes. You can skip that, we just did it. And this is the article. Okay, so this is table 1. So you see that table 1 shows the 2 comparison groups, and all it's telling you is who was in the study. What was their gender, what was the baseline characteristics about treatment. That's all that table 1 shows you. Table 2 shows you the results of the analysis. Okay, so those are the main study findings. Et on peut voir dans cette étude, dans le tableau 1, c'est seulement qui a participé dans l'étude. On peut savoir leur sexe, on peut savoir quel est leur traitement avant l'étude. Et dans le tableau 2, on peut voir les résultats de l'analyse. Et ces 2 tableaux sont les résultats les plus importants de cette étude. And what we can see in this study from looking at table 2, that the mean situational anxiety in the intervention group, which is the questionnaire group, and the control group, which is the no questionnaire group, were not statistically significantly different. How do I know that? Because the p-value is 0.2 rather than less than 0.05. Et dans le tableau 2, on peut voir que l'échantillon étudié, qui est l'échantillon auquel on a donné le questionnaire, a à peu près la même moyenne que l'échantillon du contrôle. Et comment je peux savoir que c'est la même chose? C'est parce que la valeur du P est 0.2 et non moins que 0.5. Okay, so then the final section of every single article is the discussion. There are 4 purposes of the discussion. You want to summarize the results for your reader. You want to make sure that you address the research question. Don't skip the research question, okay? You want to compare your study with previous findings. Are the findings different or are they the same, and why not? Then there's a limitations section. You must honestly point out what are the problems with your study. And then you're supposed to come up with clinical or policy conclusions. What does this study add to the literature? Et la dernière partie de l'article est l'article de discussion qui a 4 objectifs. D'abord, résumer les principaux résultats. Et elle doit surtout répondre aux questions de recherche. N'oubliez pas cette partie. Il faut comparer l'étude actuelle avec des recherches antérieures. Il faut être très honnête et donner les limitations et les défauts méthodologiques de votre recherche. Et à la fin, il faut tirer des conclusions cliniques et
et répondre à la question. Okay. So one of the things that we talk about when we want to say what are the values of a study is we critique causal inference. Go ahead. Et une des choses qu'il faut qu'on fasse en étudiant un article, c'est critiquer la cause. I just do it in English, causal inference, it's okay. L'inférence de cause. Okay, so, and there's certain criteria that we frequently use, and we call them Hill's causal criteria. Et il y a quelques critères que nous utilisons souvent et nous les appelons Hill's critères causales. So when we're thinking about internal validity, right, there are 3 criteria we use, and when external criteria, there are 3 criteria that we use. Et il y a 3 critères internes que nous utilisons et 3 critères externes. Okay, and if you want, you can just go through those 3 criteria because they're there in French already. Et les critères internes sont l'exposition aux facteurs d'apparition qui doit précéder la maladie, la force de l'association statistique, qui est le risque élevé relativement, et l'existence de la relation dose-effet. Si l'exposition augmente, la dose doit augmenter. Les critères externes de l'étude sont la constance de l'association et des résultats de reproductibilité de l'étude, l'intervention, l'effet de l'intervention, qui est la diminution du facteur entraîne une baisse bas de l'incidence, et la cohérence avec la connaissance actuelle. Okay, so when you're reading an article and you want to critically evaluate the article, obviously there are questions that you ask yourself, and these are the questions that we ask students to ask themselves. Et il faut aussi se poser plusieurs questions en lisant une discussion, et voici les questions que nous demandons aux élèves de se poser. I mean, let's start with, do you agree with the conclusions that the authors drew? Sorry, go ahead. Commençons par la question, êtes-vous d'accord avec les conclusions des auteurs? Okay. Did the discussion address the actual research questions, and did they do it good enough? Est-ce que la discussion a répondu à toutes les questions et est-ce qu'ils l'ont fait d'une façon correcte? Did the article talk about both statistical, meaning p-value, and clinical significance, meaning what matters to you as clinicians? Est-ce que les auteurs ont présenté la signification statistique et donc la valeur du P, mais aussi la signification clinique et donc ce que serait important pour vous en tant que clinicien? After finishing reading the whole article, can you come up with a better study design? Is there a better way to answer this question? Because that should be in the limitations. Après avoir terminé la lecture de votre étude, de l'étude, est-ce que vous pouvez imaginer une meilleure façon de répondre à la question? Et si oui, ceci devrait avoir été adressé dans la limitation de l'article. Are the conclusions drawn by the author supported by the data, or did they tend to go off and talk about things that are important to them that has nothing to do with this study? Est-ce que les auteurs ont tiré des conclusions qui ont été seulement basées sur les données, mais est-ce qu'ils ont donné des conclusions qui étaient un peu plus non basées? And remember, we're thinking about evidence-based medicine. So how could you use this study to improve practice? Is there any application to this study? Et rappelez-vous qu'on parle de la médecine basée sur l'évidence. Et comment utiliseriez-vous dans votre pratique la conception de cette nouvelle étude? I think we have the discussion section now, so you can see where it is. Et voici la partie de discussion pour que vous sachiez où la trouver. Thank you. Are there questions?
Avez-vous des questions? Nous ne vous entendions pas. It's on the computer. Non, toujours pas. Peut-être que c'est sur l'ordinateur. Non. I was wondering why we couldn't hear them, because usually there's a lot of background noise. What's going on? They must have muted themselves. Yeah, I don't know if It's probably on the computer screen that they've muted themselves.